Il y a des hommes qui racontent des marques et d'autres qui racontent des histoires. Mon invité fait les deux. Directeur de la communication de Serge Blanco, il travaille l'image, la cohérence et l'héritage. Mais quand il quitte la stratégie, il ouvre un autre espace, celui du roman. 2 livres, 2 univers et même un 3e livre, je crois, on va s'en parler. Et puis, il y a l'engagement avec les petites bosses et cette fidélité presque viscérale au sport et au TFC de la première heure. Un homme de récit, un homme de conviction, un homme de fidélité. Jean-Emmanuel, bienvenue dans Double Cœur. Merci Steve, très belle introduction. Double Cœur, le podcast des gens qui mettent des carrés dans des ronds. Salut Jean-Emmanuel, ou plutôt salut Jeff, puisque tout le monde t'appelle Jeff. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, quel est ton âge et c'était quoi ton premier job ? Alors d'où je viens, Toulousain, né à Toulouse. J'ai 47 ans. Mon premier job, c'était directeur adjoint du club de Narbonne en rugby qui était en première division à l'époque. Comment on fait pour commencer sa carrière en étant directeur ? C'est un peu improbable, surtout que j'avais fait droit à la base, donc j'étais pas du tout destiné à ce genre de métier, mais c'était le début des métiers du sport au début des années 2000. J'avais rejoint une formation de management du sport qui était un peu assez balbutiement, et j'ai prospecté auprès de tous les clubs, et Narbonne a dit profil intéressant, pourquoi pas, et voilà comment à 24 ans je me suis retrouvé. Génial. Là-bas. En étant toulousain, donc tu pars dans l'Aude. Oui, j'ai de la famille là-bas, Ok. c'était ma mère, donc ça m'a aidé aussi, j'avais un ancrage sur place, donc Et là, tu passes combien de temps ? j'y passe 3 ans et demi. Ok, ah ouais, donc c'est un vrai job, c'est pas le petit boulot en même temps que les Non, études. et puis dans une ville où voilà, tout est tourné autour du club, comme certaines villes moyennes en France, donc c'était une belle expérience professionnelle, mais une belle expérience de vie. Puis tu rentres à Toulouse. Ouais, je rentre au Bercail, je travaille pour la Coupe du Monde de rugby en 2007, Excellent. sur le site de Toulouse, voilà, j'avais très envie de participer à ce genre d'événement. Et là, c'est quoi ta mission, ton job ? Rien à voir aussi, je suis responsable logistique du site, mais Ok. voilà, je voulais à tout prix faire partie de l'aventure, donc je gérais une équipe de 15 bénévoles et j'étais basé au stadium nuit et jour parce que c'était un événement très prenant et voilà, de super souvenirs. C'est une carrière inversée. Tu commences directeur, puis tu es responsable C'est logistique. ça. Ton 3e job, j'étais stagiaire. Non, pas quand même, mais oui, on pourrait dire comme ça. Bon, après, dans le sport, il y a toujours des trajectoires un peu particulières, donc voilà. Ouais, il n'y a pas que sur le terrain qu'on mouille le maillot. Je pense Non, qu'il c'est faut ça. être polyvalent. Exactement. Et après, tu bosses au Stade Toulousain. Oui, je pars au Stade Toulousain où je suis responsable du partenariat, mais je travaille en interaction avec la régie publicitaire qui était à la une à l'époque, gérée par Didier Lacroix. Je fais l'interface avec le partenaire et les clubs. Je pense que c'est à cette époque, nous, qu'on se croise et qu'on Oui, fait connaissance. ouais, on s'était même vu à l'époque de la fac un peu aussi. Mais Ouais. C'est vrai que tu étais en droit aussi. c'est vrai, ça remonte. Donc voilà, là, une super expérience aussi, 5 années incroyables où je suis aux côtés d'une équipe qui gagne déjà à cette époque, donc vivre des finales, des titres, super souvenir. Après le Stade Toulousain, GL Event. Non, d'abord il y a un petit passage par la case handball au Phoenix, où là je bifurque un peu de métier, où je passe sur les métiers de la communication. Super équipe en plus. Il y avait Équipe, Jérôme Fernandez, Stéphane c'est- Plantin. Alors Stéphane Plantin, c'était quand même bien avant, là tu dates un peu, mais oui, Jérôme Fernandez avait fait son retour au club après une grande carrière dans tous les meilleurs clubs du monde. Ça m'a permis d'avoir la confiance de Philippe Ballard, qui est toujours président. On se connaissait, puis de pouvoir mettre un pied dans la communication, j'avais très envie de goûter à ce métier-là, donc c'était l'occasion. À chaque fois dans cette carrière donc très sport, est-ce que il n'y a pas des moments où tu te dis mais je suis pas à ma place ou je suis pas assez bon dans ce que je fais ? Alors, Ce syndrome de l'imposteur, tu l'as jamais vécu dans le sport ? Pas trop dans la carrière sport, parce que Mhm. j'étais un vrai passionné et que ça aide quand même quand on est dans le sport, parce qu'on travaille quand même, c'est exigeant, on travaille les week-ends, il y a quand même pas mal de contraintes, mais il y a aussi des très bons côtés, mais il vaut mieux aimer le sport. Mais en revanche, après l'expérience hand, je me suis dit, là, tu as fait près de 10 ans, un peu plus de 10 ans, presque 15 ans, il est temps d'un peu changer d'univers parce que voilà, j'avais un peu fait le tour de la question et c'est pour ça que là, je suis parti chez GL, mais toujours en restant dans la branche communication. Communication et événementiel, puisque chez GL Event, donc à l'époque c'était la gestion du parc des expos C'est ça. sur l'île du Ramier. Tu t'occupais notamment de la com de tous vos événements propriétaires. Oui, on avait aussi le centre des congrès Pierre Baudis, qui n'est plus le cas aujourd'hui, pour Exactement, GL, et il y avait ouais. les espaces Vanel également. Donc il y avait 3 sites à gérer, Ok, ah ouais. notamment le fameux déménagement vers le Mythe en 2020, en pleine période de T'étais là Covid. pour le déménagement. Vous voyez, en pleine période de Covid, donc là ça a été quand même assez fou. Et pas forcément facile, mais là aussi... Et je me souviens avec ce faux départ pour le lancement, puisque l'inauguration du Mythe qu'on ne peut pas faire parce que interdit de se réunir. Oui, pour l'événement, c'était la foire internationale qui devait lancer. Ouais. On fait pas annuler à 2 jours, on l'a refaite en septembre, puis on l'a pas faite. On a été suspendu aux décisions du préfet. C'est des événements quand même d'envergure et ça a été vraiment très compliqué, mais là aussi, toujours une bonne expérience de vie. Mais dans tout ce que j'entends, à chaque fois, tu as vraiment appris sur le tas. Tu n'as pas fait d'études spécialisées là-dedans. Non, comme je t'ai dit, j'ai une maîtrise de droit. Après, j'ai fait 2 années...
j'ai fait un DSS management du sport ici à Toulouse, mais qui était vraiment au début, donc j'ai voulu un peu parfaire ça. Je suis parti faire un 3e cycle à Marseille. Où là, c'était un master en management international du sport, vraiment quelque chose d'un peu plus costaud, où après ça, on peut prétendre travailler dans les métiers du sport. Mais non, j'ai pas de formation en communication. C'est ce que je dis souvent aux gens que je recrute aussi dans mes équipes. Je dis pas que c'est pas bien Les gars, j'y connais rien. Non, c'était pas ça l'idée, mais c'est vrai qu'en com, bon, en tout cas, c'est beaucoup de bon sens. Bon, je savais bien écrire, voilà. Et après, avec ça, avec ces outils-là, on peut s'en sortir. Mais moi, je pense que c'est pas mal aussi de pas avoir fait d'études dans la com et d'avoir des postes à décision comme ça, parce que ça te permet de te remettre tout le temps en question et de continuer l'apprentissage. Moi, j'ai pas fait du tout d'études dans la com, j'ai fait du droit, on y était en même temps, et ça me permet de toujours me dire, attends, mais tu ne sais rien, donc prends du détachement, contrôle, vérifie. T'as pas ce bouclier du diplôme où tu ouais, perds je partage un peu ton complètement humilité, ça. Après, les étudiants qui font des études en com, faut pas les décourager. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de recruter sur des alternants stagiaires des profils qui venaient pas du tout d'école de com. Voilà. Il faut pas les décourager, et je pense que c'est une chance aussi dans le format qu'il y a de rencontrer souvent des professionnels et des profs et de pouvoir parfaire tout ça. En revanche, il faut pas s'arrêter d'apprendre. Je pense que non, c'est sûr. Le danger, c'est de se dire je suis diplômé, c'est bon, maintenant YOLO, c'est la vie, alors qu'en réalité, nos métiers, ils changent trop vite. Le danger, c'est aussi d'être un peu formaté. Les étudiants qui arrivent à bien gérer ça, c'est ouais, intéressant. faut garder sa créativité, cette petite folie, en tout cas que nous, on adore à l'agence Verywell. Et on avait travaillé ensemble, d'ailleurs, sur un salon qui n'avait pas vu le jour, because Covid. Exactement, ouais, je me souviens. Le CIMIT, un salon d'immobilier d'entreprise. On avait fait le branding, c'est ça. C'est un des seuls logos qu'on a créé, tout était prêt, et finalement, le projet n'est jamais sorti. Est-ce qu'il sortira un jour Après, je crois qu'il avait été retravaillé, mais différemment. Ouais, mais le format en tant que tel, l'immobilier, c'est un domaine qui a pas mal souffert et évolué ces dernières années également. Revenons au sport. Donc, tu as beaucoup travaillé dans le sport. Ouais. Est-ce que c'était un métier passion ? Est-ce que c'était une passion et un métier qui sont dans le même domaine ? Au départ, je voulais être journaliste sportif. Ça, c'était vraiment mon truc. Je m'y voyais, etc. Et tu as fait des piges, tu as fait des trucs Oui, après mes études de droit, j'ai fait 2 stages, 2 mois à la Dépêche du Midi, en info locale à Agen et en info générale. Et ça m'a permis de découvrir aussi le métier. J'ai aussi compris que j'allais pas me retrouver d'un claquement de doigts. Canal+ m'attendait pas comme consultant pour commenter les matchs et qu'il fallait que je passe par pas mal d'étapes. Ça a un peu désacralisé le métier de journaliste. Et toi, t'aimais bien le journalisme en tant que tel ou le commentaire sportif en live ? Pas forcément en live, plutôt à l'écriture. Déjà, j'avais quand même une appétence pour l'écriture, donc c'était plutôt des résumés, des comptes rendus, des dépêches AFP, travailler sur des événements. Bon, et puis finalement, j'ai failli intégrer le CFPJ. Il me fallait une alternance à l'époque. C'était pas, il faut se remettre dans le contexte. L'alternance à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était bien pas sûr. Évident. Ouais. Et puis finalement, toujours avec le sport, il y avait le DSS management du sport qui se montait entre Capitole et Staps. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion de garder toujours la passion à côté de moi. Ah, c'est chouette. En tant que passionné, aujourd'hui, tu suis le sport encore au quotidien. C'est quoi tes sports et tes équipes ? Bon, tous les sports co, j'aime bien les sports co. J'aime les équipes de Toulouse. Ça n'a pas toujours été évident de supporter les équipes de Toulouse, mais à fond Toulouse, les équipes de France et tous les sports co en général quand même. J'apprécie le tennis aussi, le paddle aussi qui est en vogue. Et, tu me disais avant qu'on branche les caméras que tu faisais du paddle avant que le paddle soit cool. Ouais, bon, le paddle était déjà cool, mais j'ai commencé à jouer il y a 10 ans maintenant. Ouais, donc c'était pas du tout populaire comme maintenant. Non, j'ai commencé avec Valentin Porte qui jouait au Phoenix à l'époque. On s'y est mis, il joue encore aussi et voilà, c'est parti comme ça. Ça fait 10 ans que je pratique. Il y a quelques jours, on a rencontré Guillaume Monboise, qui est un chef étoilé qui vient de se mettre au paddle et qui en a fait une vraie passion. Chaque fois qu'il n'est pas dans sa cuisine, il joue au paddle. Peut-être qu'on fera une connexion entre les invités de Double Cœur. T'as un classement ? C'est quoi ton... Oui, j'ai un classement. Aujourd'hui, je suis 4200e français. Tout dire et rien dire. C'est pas mal. Lui, il disait qu'il était à 100 000, je crois. Ouais, mais aujourd'hui, il y a 110 000 joueurs classés. J'ai été 700e, mais il y avait 4000 joueurs classés. Donc, il faut le remettre en perspective. Ouais. Mais oui, je fais des tournois. Je fais 1 ou 2 tournois par mois. Et je fais 1 ou 2 parties par semaine. Donc, c'est un vrai hobby, quoi. Et dans le sport, tu veux laisser une trace du sport chez toi. Donc, tu collectionnes les maillots. Alors oui, ça, c'est très personnel. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Mais oui, en fait, ça s'est fait comme ça, avec mes expériences dans les clubs. Souvent des joueurs qui partaient, qui s'en allaient, qui m'ont donné des maillots. C'est-à-dire, ils sont tous portés. C'est ce qui fait un peu le sel. Là, d'ailleurs, tu portes un maillot. Oui, tu m'as demandé d'amener un maillot du TFC. Donc là, pour le coup, j'ai amené un maillot très vintage où on voit Cachou la Johnny des début des années 90 avec des coloris un peu improbables, le violet, le jaune. C'était pas facile à porter, mais ça fait partie
partie de ma petite collection. Et ce maillot, il a été porté par qui? Anthony Bancarel, qui est aussi devenu un ami, avec qui j'ai joué aussi en foot entreprise. Et donc voilà. Et en fait, à chaque fois, ça se passe comme ça, où il y a des gens qui savent que je fais la collection et qui ont un copain qui connaît. Donc j'ai récupéré, voilà, j'ai plus d'une centaine de maillots, tous sports confondus. J'ai du rugby, du hand, du foot. Voilà, ça c'est vraiment le côté très intime. Ouais. Mais ça fait une bonne transition aussi avec un de tes engagements, puisque tu es très engagé dans l'association Les Petites Bosses. Ouais. Notamment cette association qu'on a connue parce qu'elle a récupéré d'anciens maillots de club pour en faire des blouses à l'hôpital, c'est ça? Donc moi, je fais partie de l'association depuis 6 ans maintenant, depuis 2020. Quasiment la création. Hein. Ouais, l'association a été créée par Laurent Montméja en 2019. On suit, nous, des familles, on s'occupe des enfants malades et handicapés. On vient en aide à leurs familles pour leur apporter un soutien matériel, psychologique, financier, bien sûr. Mais on a aussi des initiatives collectives et les maillots en fait partie. L'idée, c'était de solliciter les clubs. On a commencé par les clubs toulousains, Stade Toulousain et le TFC. Récupérer des maillots d'anciennes collections. Ceux-là, ils n'étaient pas forcément portés, contrairement au tien. Qui ne servaient plus. Et c'est d'en faire des blouses pédiatriques, de travailler avec un ESAT. On a travaillé avec un ESAT aussi ici à Toulouse, avec des couturières en situation de handicap qui ont créé justement des blouses pour tous les enfants qui vont au bloc. C'est toujours un passage pas évident et d'y aller avec le maillot de leur star, de leur héros. Donc ça, c'est sympa. Et puis c'est une initiative qui a fait des petits depuis, puisque dernièrement, on a été sollicité par France Rugby, l'équipe de France, qui nous a fourni aussi 200 maillots. Et à chaque fois, on travaille avec des hôpitaux. On avait travaillé avec le Medipol ici et le CHU de Purpan. Et là, on a travaillé avec l'hôpital Trousseau à Paris. Donc voilà, on est fiers de ces initiatives qui mettent aussi en lumière l'association. Trop bien. Donc vous récupérez les maillots dans les clubs, vous les transformez en blouses. Qui fait la confection Les ZAD de couture. Ça, c'est pour nous hyper intéressant. En plus, c'est aussi local. Et ce qui est bien aussi, c'est que bien sûr, tout ça, dans l'idée du développement durable, c'est des blouses qui sont réutilisables, qui ont sur un circuit de machine, de lavage. Tout a été étudié sur ça. Et quand on parle de confection, ça nous rapproche de ton quotidien d'aujourd'hui, puisque maintenant, tu es le directeur de la com de Serge Blanco. Donc Serge Blanco, une icône du sport, mais qui aujourd'hui ne fait plus de sport, mais par contre, fait du prêt-à-porter. Ouais. C'est quoi ton job chez Serge Blanco? C'est quoi ton quotidien? Donc voilà, responsable com et marketing depuis maintenant 4 ans. J'ai fêté mes 4 ans il y a quelques jours. Disons qu'après l'expérience GL, j'avais aussi besoin de revenir sur quelque chose d'un peu plus humain. Serge Blanco est une entreprise familiale, ça c'est pas forcément. Combien vous êtes chez Serge Blanco? Là, on est au siège à Toulouse, on est une quarantaine de personnes et presque 200 avec les boutiques. Il y a une cinquantaine de boutiques exclusives en France. Donc on a un maillage sur le territoire qui est quand même assez important. Et puis l'histoire, elle est géniale puisque c'est un prof de PS qui est allé rencontrer au culot Serge Blanco alors qu'il est en train de terminer sa carrière et qui a dit « je voudrais utiliser votre nom pour faire des polos de rugby ». Et l'histoire, elle est partie comme ça et c'est ces enfants aujourd'hui qui sont à la tête, la famille lobby de la société depuis 17 ans, qui ont repris les rênes. Et voilà, c'est vraiment une entreprise familiale et on parle souvent, tu es bien placé pour le savoir, sur le storytelling. Et le storytelling de la marque, il n'est pas à fabriquer parce qu'il existe déjà. Je connais la marque, mais je ne connaissais pas l'histoire. Ils sont assez pudiques sur cette histoire-là. Moi, on est plutôt, nous, tendance à vouloir encourager le fait d'en parler. Voilà. Mais c'est tout à leur honneur parce qu'ils ne veulent pas aussi être mis en avant. Mais quand il y a de belles histoires, il faut s'en servir. Celle-là, elle n'est vraiment pas romancée. Elle est parfaite. Sûr. Et puis là, je t'ai résumé en 3 phrases, mais l'histoire, elle est assez dingue. Et l'empire s'est monté petit à petit. Ah, c'est trop chouette. Ouais. Et toi, dans ton quotidien, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais la promotion des nouvelles collections, c'est ça, il y a un rythme qui fait que moi pareil, on disait on apprend tout le temps. L'industrie du prêt-à-porter, je la connaissais pas forcément, donc après dès que tu te mets le calendrier en tête de 2 collections par an, la façon dont il faut anticiper, puisque tu travailles sur les collections d'avant, sur l'outlet, sur la collection actuelle, celle qui va arriver et celle qui est déjà dessinée de l'année d'après. Donc tu es toujours à cheval sur 4-5 collections, c'est hyper intéressant, parce que ça demande beaucoup d'agilité. Parfois des capsules aussi. Bien sûr, on travaille aussi, je retrouve un peu toujours mes premiers amours, puisqu'on est partenaire habillé officiel de plusieurs clubs, dont le TFC et le Stade Toulousain. Donc l'idée, c'est pas que de leur donner des vêtements aux joueurs et au staff, c'est aussi de rentrer des cercles vertueux avec eux et de proposer des capsules. D'ailleurs, il y a 2 capsules qui vont sortir en avril, et pour le TFC et pour le Stade Toulousain. Voilà, donc c'est de proposer aussi aux gens, mais que ce soit les fans, mais pas que, des produits qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec leur club de cœur. Et toi, dans ce processus, c'est toi qui imagines le partenariat, tu imagines la façon dont derrière ça va être valorisé? Alors, partenariat, j'ai la chance d'avoir été de l'autre côté, donc c'est vrai qu'il y a tout, les contreparties
partie quand nous on fournit une dotation au club, Ouais. parce que ça nous permet de communiquer à travers ces clubs aussi et d'avoir Bien une belle sûr. visibilité. On parle du club Stade Toulousain, on ne le présente pas. Le TFC, c'est un club de Ligue 1, donc quand tu es présent sur la panoptique LED, quand tu vois les joueurs arriver au stade en tenue, en après-match, etc. Donc pour nous, c'est quand même des visibilités qui, en rapport qualité-prix, sont quand même extrêmement intéressantes. Tu l'as vu dans ton parcours aussi, parce que tu as accompagné les clubs. Essayer de travailler dessus et de promouvoir la marque, de montrer ce que c'est Serge Blanco aujourd'hui, parce que les gens restent souvent sur une image un peu poussiéreuse de la marque. Et Ce donc, qui est c'est délicat. tout notre travail. Comme le nom est attaché à une personne qui aujourd'hui a forcément vieilli et s'est éloignée des terrains, on a tendance à penser que la cible a l'âge du fondateur, alors que pas du tout. Non, et puis je pense que plus on va avancer et moins les nouvelles générations sauront qui est Serge Blanco, Ouais. comme les nouvelles générations ne savent pas forcément qui est René Lacoste, Ni Ralph Lauren, ni Fred Perry, ouais. etc. On peut Et en ouais, citer c'est ça qui est plusieurs. chouette. Donc il faut qu'on avance. On est très fiers de l'ADN de Serge Blanco, de ce qu'il est, parce qu'il faut remettre en perspective. C'est un monstre sacré de son sport. Il y a Antoine Dupont, mais il y a eu Serge Blanco avant. On l'appelait le Pelé du rugby, donc ça veut tout ce dire. que ça veut dire. Mais voilà, il faut évoluer avec son temps. La marque, elle a évolué. Comme je t'ai dit, elle est fière de son ADN rugby, mais aujourd'hui, c'est pas que le polo de rugby, même s'il revient très à la mode depuis quelques saisons. Et le maillot de foot aussi, on voit aussi. que ça devient vachement lifestyle. Ouais, bien sûr. Donc voilà, nous on est vraiment lifestyle aujourd'hui. On a cool. un spectre de clientèle qui est assez large, ce qui est génial et passionnant, mais qui, moi, en termes de com, c'est pas évident parce qu'il faut qu'on essaie de parler un peu à tout le monde. On a fait, nous, à l'agence Verywell, des lancements de maillots, notamment pour le TFC. On en a fait à l'époque où on était l'agence du Stade Toulousain aussi. Et c'est vrai qu'il y a cette tension entre les attentes du public, le résultat sportif, l'histoire qu'on raconte. Il faut qu'on dépassionne tout ça pour arriver, en fait, à faire un produit unique qui raconte sa propre histoire, indépendamment du résultat sportif. Passionné dans le sport, c'est difficile et c'est quand même toujours lié au résultat, ce qu'on appelle l'aléa sportif, mais c'est ce qui fait aussi le côté sympa et incertain. Sauf qu'au bout d'un moment, moi je m'en suis un peu revenu après 15 ans, c'est quand même assez éprouvant. Ouais, je comprends. En tout cas, nous en tant qu'agence, on essaie de prendre une certaine distance du résultat sportif en cultivant l'ADN du club différemment pour pouvoir mais aussi justement, être au le rendez-vous. TFC, alors le stade est quand même bien placé et le TFC, depuis la reprise, a quand même bien retravaillé sur tous ces aspects-là et moi j'ai plaisir à revoir que des gens reviennent au stade. J'ai plaisir à voir que mon fils qui a 17 ans, c'est un fou du TEF, alors que à l'époque, c'était pas son sport. Il fait du hand aussi. Il fait du hand, lui. Mais même, c'est les générations, on va dire, entre 2000 et 2010, tu choisissais PSG, Marseille, etc. Aujourd'hui, les enfants toulousains, ils sont pour Toulouse, le TFC. Donc ça, je trouve ça super, parce que ça, c'était perdu. Et donc ça, c'est sympa. C'est aussi peut-être un peu grâce à vous. Je sais ce que vous avez fait en Occitanie l'année dernière. Pour la présentation du maillot du club, c'est super. Ça s'inscrit vraiment dans ce que représente le club. Faut qu'on trouve une occasion de travailler ensemble avec la marque Serge Blanco sur une capsule, peut-être. Oui, bien sûr, une du TEF. Non, nous, on est dessus. Puis c'est des choses qu'on veut réitérer. On travaille aussi avec le Rugby Club Toulonnais, la section paloise. C'est des clubs qui nous ont intéressés parce qu'il y a des ancrages forts au niveau du territoire. On parle à des gens. Donc c'est extrêmement intéressant. On travaille notre marque, mais différemment selon à qui on s'adresse. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi. Et c'est cohérent par rapport à d'où vous venez aussi. Voilà, c'est pas. Oui, alors nous, après, on est très marqué aussi. aussi un peu sud-ouest. Les gens pensent qu'on est de Biarritz parce que Serge Blanco et a fait tout ça à Biarritz, la Thalasso. Il se présente encore aux élections de la mairie de Biarritz, mais le siège est à Toulouse. L'entreprise est toujours à Toulouse. Mais après, c'est vrai qu'il y a un ancrage important. C'est une licence en fait de marque et ça n'est pas lié directement à la Thalasso. Non, en fait, lui, il donne son nom et voilà. Après, c'est devenu un ami de la famille et il est toujours auprès de la marque. Il est toujours habillé en Serge Blanco. Quand on va en Thalasso, est-ce qu'on a un peignoir Serge Blanco de la marque Serge Blanco? Non. Donc, dans ton quotidien de communicant, est-ce que parfois tu as tenté des trucs qui n'ont pas fonctionné? Parce qu'on retient toujours les succès, mais c'est intéressant de voir aussi les flops. Ah oui. Enfin, je pense que tous. Après, ça fait cliché, mais c'est vrai que les échecs, ça construit. Et puis, non, c'est plutôt dans l'autre sens. Il y a des choses très simples qui ont cartonné, alors que je me dis, mais franchement, là, on n'a quasiment rien fait. Et je sais pas, il y a plein de vues, ça cartonne, alors qu'un projet auquel on croit, qui est vraiment super abouti, ça fait un flop. C'était quoi ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de carrière? Difficile. Récemment, on travaille avec des ambassadeurs, nous, de la marque. Ils sont sportifs, mais maintenant aussi, ils peuvent venir des milieux culturels. On a aussi des créateurs de contenu. Exactement. Justement, on travaille avec Monsieur Prof depuis 1 an et demi, qui commence à être bien connu, qui est basé sur Toulouse. Carrément. Voilà, on y est allé un peu au bluff, on l'a
contacté comme ça en se disant bon, ça va pas le faire. Et puis finalement, un vrai match pour parler un peu anglais, ça a été génial et on s'est mis à travailler avec lui. Comme il aime le TFC et le stade, il est aussi ambassadeur. Et on a créé une vidéo toute simple dans le vestiaire du Stade Toulousain avec Jack Willis, Blair Kinghorn, 2 joueurs anglo-saxons et un français, c'était sur l'accent toulousain. On l'a écrit un peu ensemble, je m'étais dit c'est un peu potage, c'est vraiment un peu cliché, etc. Bon, la vidéo, elle a fait plus de 5 millions de vues. On avait des articles dans le Figaro. Puis le stade l'a repris, lui aussi, et puis ça s'est emballé. Et puis nous, on n'était pas en premier dans cette communication-là, mais on s'est retrouvés sur le devant de la scène. Ça nous a complètement dépassé. On a continué à faire d'autres vidéos un peu humoristiques comme ça. Je sais que vous jouez parfois aussi le brin d'humour, c'est pas facile, c'est un peu casse-gueule. Par exemple, votre campagne sur le TEF, sur les jeux de mots avec l'équipe adverse. Ouais, sur les matchs à domicile. Moi, j'ai toujours fait ces blagues, mais pour moi, j'aurais jamais osé faire un truc comme ça. Mais en fait, ça marche, les gens adorent, les gens sont fédérés par ça, donc voilà. Le plus difficile, c'est de se renouveler, parce que quand tu as des clubs en Ligue 1 que tu rencontres chaque année, la 4e année, c'est sûr que donc c'est pas évident. Plutôt, je reste toujours encore aujourd'hui surpris. Quand je suis sûr que ça va marcher, pas forcément. Quand je tente un petit coup comme ça, ou on tente, c'est plutôt des travail d'équipe, ça cartonne et je suis un peu surpris. Là, ça reste une constante. Dans notre métier, il faut rester humble. En fait, oui, rien n'est ça acquis. c'est sûr. Mais il y a des fois, c'est frustrant parce qu'on se dit, voilà, vraiment fait un truc chouette et bon, ça n'a pas pris, c'est comme ça. Ouais, c'est sûr. En parlant de trucs qui ont bien pris, par contre, à côté de ton boulot, tu as décidé d'écrire. Déjà, donc, 2 romans plus un recueil de poèmes. Comment ça t'est venu, cette envie, cette idée, ça vient d'où? Parce que tu parles pas de sport en plus dans tes livres. Hein. Un peu quand même. Un petit peu, il y a toujours quelques ramifications. Dans le premier roman, il y a des marqueurs temporels qui sont des événements sportifs qui ont vraiment eu lieu. Okay. L'histoire est romancée. Donc, le Covid, tout simplement, on était tous un peu désœuvrés. Moi, j'écrivais toujours un peu dans mon coin. J'ai commencé à écrire quelques textes et j'ai une amie qui est artiste peintre qui m'a dit moi, je te propose quelque chose. Écris des textes et moi, je vais les illustrer. On va faire un recueil de poésie. Je dis mais non, absolument pas. Ça va pas marcher, ça va pas le faire. Bon, du coup, on l'a fait, on l'a sorti, nous, en auto-édition. Et c'est parti de là, j'ai trouvé ça très sympa. Ah, donc tu as commencé par le recueil de poésie. Ça, et après, j'ai dit, allez, on va... Ok, sur les textes courts, j'étais plutôt à l'aise. Et maintenant, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que ça peut donner sur un roman. Moi, j'avais pas la technique, j'ai jamais pris de cours. Et donc, c'est parti comme ça. 2 romans depuis. Donc, c'est une aventure assez incroyable, assez particulière parce qu'il y a un côté très personnel dans l'écriture. Et puis quand tu publies, quand tu sors un livre, que physiquement tu l'as dans tes mains, tu t'exposes, tu te livres. Donc, ça sort vraiment de ta tête. Le premier livre, La règle 2-3, on peut encore le trouver dans les librairies. Oui, alors librairie non, maintenant lui il est plus dispo que sur Amazon. Et puis le deuxième qui est Nos chemins étroits, pour la petite analogie avec 3, puisque c'est l'histoire de 3 garçons et un peu l'évolution de leur vie. Là on peut le trouver partout, en librairie et sur les différentes plateformes. La règle 2-3, Nos chemins étroits de Jean-Emmanuel Farné. Alors Jean-Emmanuel Farné, moi c'est quelqu'un que je découvre alors qu'on se connaît depuis maintenant 20 ans, parce que tout le monde t'appelle Jeff. Donc c'est vrai que dans les milieux où on s'est connus, on m'a présenté Jeff. C'est ça, donc tout le monde pense que je m'appelle Jean-François. Exactement. Toujours ça suit, donc ce sont juste les initiales en fait, Jean-Emmanuel Farné, JEF. C'est pas un surnom qui plaisait trop à mes parents, mais c'est comme ça, les surnoms, ça se choisit pas et celui-là il s'est vraiment imposé. Et dans le monde professionnel, il y a des gens qui t'appellent Jean-François parce qu'ils pensent... bien sûr, oui. Qui entendent de Jeff, donc du coup Jean-François, voilà, je suis... Ton adresse mail, jeff @... Non, c'est JE. Tout le monde se trompe, tout le monde fait JF au lieu de JE, bon voilà. Eh ben oui. Et pour te dire, personne ne m'appelle Jean-Emmanuel en fait. Oui, c'est ça. En fait, ça me paraît bizarre aujourd'hui dans ce podcast de t'appeler Jean-Emmanuel. À l'agence, on aime bien dire qu'on met des carrés dans des ronds. Et justement, toi, c'est quoi le plus gros carré que t'as mis dans un rond dans ta carrière? Alors, on en a parlé, mais je pense que c'est d'avoir publié des livres. Ça, c'est quelque chose... J'aurais jamais pu imaginer ça il y a quelques années. Et sinon, c'est d'être avec toi, devant toi ici, de faire un podcast aussi. Ça n'a pas été facile de te faire venir. Hein. T'as tellement de choses à dire et pourtant, tu pensais pas que t'avais la légitimité. Non, mais c'est assez récent. Voilà, dernièrement, j'ai fait des interventions auprès d'étudiants. Je vais même faire une intervention auprès d'une classe de CM1 pour de la poésie. Quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Tu parlais du syndrome de l'imposteur, je crois. Je pense qu'on est tous un peu habités par ça. Mais dernièrement, j'ai plus envie de me livrer, de m'exposer, de transmettre. Donc, on a envie de connaître Jeff. Au départ, je me suis dit non, ça intéresse qui en fait. Et c'est aussi en voyant les autres personnes qui sont présentées ici, j'ai dit moi ça m'a intéressé alors que c'est des gens que je connais pas, c'est pas des personnes publiques. J'ai trouvé le concept top, donc je me suis dit allez, on se lance. Justement, si nous on devait faire une campagne sur ta vie, ce serait quoi le slogan? Très antinomique avec ce que je viens de dire. Ouais, c'est pour ça qu'on est parfaitement en lien. Ouais, c'est difficile. Après, j'aime bien les citations, donc ce serait l'important, c'est pas la destination finale, c'est le voyage. C'est de Robert Louis Stevenson, donc ça me correspond assez bien. L'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Jeff, alias Jean-Emmanuel Farné. Et quelle tenue on met sur cette campagne du coup? Est-ce que tu as un maillot de foot? Est-ce que tu as tes corps en Serge Blanco? Ouais, ce que tu m'as fait faire aujourd'hui, c'est pas mal. C'est le maillot de foot un peu caché dessous.
Voilà, un peu lifestyle. Moi, j'ai mis une écharpe quand même pour montrer qu'on J'ai est vu une ça. ville de foot. J'ai vu ça. C'est un peu ça me ressemble bien. C'est-à-dire du lifestyle, mais en dessous, il y a toujours le sport qui est jamais très loin quand même. Et tu fais toujours du sport? Ouais, je fais du paddle, j'ai fait du foot. Oui, le paddle, tu m'as dit, mais le foot, t'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté pour mes 40 ans. Je trouvais que c'était bon, j'avais fait de 5 à 40 ans, ça suffisait. Et maintenant, paddle, et bon, c'est bien parce que paddle, c'est moins traumatisant en termes physiques et tout aussi ludique, et on se dépense quand même. Dans ton actu, il y a un prochain livre à venir? Oui, tout à Ah. fait. Voilà, même toi, tu le savais pas. Non, bah non. Je me lance dans un polar. Toulouse, capitale des polars. J'ai appris ça il y a pas longtemps en plus. Oui. Il y a des vrais spécialistes Ah ouais. ici, notamment Jean-Marc Souvira, qui est un ancien commissaire en plus. Donc j'ai lu quelques romans, c'est génial aussi. J'ai pu en parler avec Matt. Donc je me lance dans le polar. Alors là, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est pas comme les romans. Il y a des choses à respecter. Je lis pas mal d'Agatha Christie en ce moment pour essayer de me remettre dans la mécanique. Donc j'ai commencé. Ça se passera entre Marseille, Toulouse et les Pouilles en Italie. Je pense que tous ceux qui sont allés, ça les a marqués. Ça m'a marqué aussi. J'ai fait un voyage incroyable là-bas. Et quand je suis allé là-bas, j'ai dit il faudra qu'un jour j'écrive quelque chose. Donc c'est en cours. Voilà, c'est le prochain projet. Ok, et ça sortira, tu penses, en 2026? Écoute, j'ai écrit pour l'instant 2021, 2023, 2025. Donc on va essayer de respecter. Si j'arrive à le sortir en 2027, ce sera très bien. Mais combien de temps il faut pour écrire un livre? Le premier roman, je l'ai écrit assez vite, en quelques mois. Parce que je l'avais un peu en tête, et puis c'était de leurs 20 ans à leurs 40 ans, les héros. Le deuxième, ça a été différent, parce qu'il a fallu respecter le premier, la psychologie des personnages. Je voulais aussi que les gens qui lisent que le deuxième puissent aussi s'en sortir. Ça m'a demandé un peu plus de temps. Et celui-là, enfin, je pense qu'il y a un vrai travail aussi de documentaire à faire sur les lieux, ce qui n'était pas forcément le cas sur les deux premiers. Ouais, pour être juste, parce que... Oui, et puis aussi, j'ai rencontré aussi un commissaire pour savoir comment ça se passait. J'avais pas envie de raconter trop de bêtises sur les procédures, la façon de devenir. Donc oui, je vais faire un vrai travail que j'ai pas forcément fait sur les deux premiers. Donc on te retrouvera à nouveau en tant qu'auteur dans un prochain livre. Et professionnellement, c'est quoi ton actu? Professionnellement, on a parlé des capsules qui sortent là avec les deux clubs. On vient de sortir la nouvelle collection printemps-été. L'avantage dans une marque, c'est qu'on a toujours des choses à dire tous les jours. On a de quoi parler sur des nouveautés, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît bien dans l'industrie du textile, c'est qu'on a toujours une occasion de prendre la parole. Donc dans une carrière en fait qui a toujours été cohérente avec ce filigrane du sport, là, tu as trouvé vraiment ton épanouissement. En fait, franchement, oui, c'est toujours pareil, ce genre de choses. Je voulais vérifier une personne qui avait fait un stage chez Serge Blanco. Je connaissais Lionel, je l'ai appelé, et puis en parlant, en disant qu'est-ce que tu deviens, etc. Voilà. C'était le bon moment, le bon timing, et puis c'est vrai que, comme on l'a dit, je retrouve un peu mes premières amours avec l'environnement sportif, donc c'est le bon compromis. On parle beaucoup de l'IA. Est-ce que tu penses que demain, il n'y aura plus d'écrivains parce que tous les livres seront écrits avec l'IA? Non, au contraire. Moi, quand j'ai sorti mes romans, on m'a proposé de payer pour avoir une certification de labellisation humaine. Mais j'ai dit, je ne vais pas payer pour ça parce que je sais que ça sort de mon cerveau. Donc, il n'y a pas une phrase qui sort d'IA. Mais même pour ceux qui font du content média, du SEO, etc., je pense que les marques vont de plus en plus se tourner vers l'humain parce qu'effectivement, c'est la facilité. Même nous, dans nos métiers, que ce soit pour écrire des newsletters, pour s'adresser, on s'en sert, nos équipes s'en aident, mais je leur dis attention quand même. Et pareil pour les visuels, tout ça. Nous, on a commencé à travailler avec l'IA, mais il faut trouver le juste milieu et pas perdre la créativité. C'est pas toi que je vais l'apprendre, mais c'est un recours qui donne envie. C'est un outil en complément, en fait, qui vient faciliter certaines choses, mais qui ne doit pas remplacer notre métier. Non, parfois c'est bluffant. Parce que sur certains trucs, tu as dit, ça me le fait en 15 secondes, je fais mon prompt. Mais parfois, tu peux aussi y passer beaucoup de temps parce que ça ne fait pas ce que tu veux faire. Donc, c'est ça. En fait, il faut faire attention à ça. Parfois, c'est plus facile de créer soi-même que de trouver le bon prompt pour arriver à avoir l'image. Mais je comprends que les gens qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture ou pour écrire un mail important, ils s'aident avec l'IA. Ça marche très bien. En revanche, moi, pour ça, j'ai un radar à IA. Sur l'écriture, en tout cas. Franchement, j'arrive vraiment à voir quand c'est de l'IA. Sur des lettres de motivation, des choses comme ça. Il vaut mieux une lettre imparfaite, mais qui est le reflet d'une vraie personnalité qu'un truc standardisé qui est, il fera le job, mais il sera exactement la même que les autres. Donc, on s'en sert. On est très vigilant sur ça, mais comme on était très à l'affût de cette technologie, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est vraiment dessus. Est-ce qu'il y a des trucs dont on a oublié de parler? Comme on a beaucoup parlé de moi, un peu moins de toi. Non, je trouve que le fait d'être ici devant toi, ça résume un peu nos parcours en fait. Et finalement, il y a plein d'analogies, il y a plein de différences. Et même à un moment, j'avais pensé travailler pour Very Well, c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me souviens. Un petit peu, le terme n'est pas joli, mais on s'était un petit peu reniflé, je me rappelle, ensemble, et c'était comme concepteur-rédacteur. C'est ça, il y avait Et moi, je te connaissais pas sous ce côté écriture,
en fait. Donc, Et c'était pas évident de se vendre sur ça. et ouais. Maintenant, je comprends mieux. Ouais. Mais tu n'avais pas sorti de livre. Non. Et moi, je te voyais plus comme un chef de projet ou un directeur de clientèle que comme un créatif. Et j'avais été surpris, je me souviens, on en avait beaucoup parlé. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, et puis moi, je trouvais que tu incarnais un peu une réussite à la toulousaine et je trouvais ça un peu sympa. Donc voilà. On a eu aussi travaillé, on a parlé des projets ensemble, peut-être dans des futurs projets aussi. Et c'est chouette de voir que 20-25 ans plus tard, on a des chemins parallèles, des chemins étroits. Des chemins étroits, je vais lire le livre. Forcément, oui. Trop cool. En tout cas, moi, je suis ravi de toutes les fois où on s'est croisés et qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Que tu me fasses l'honneur d'être dans Double Cœur. C'était un vrai plaisir. C'est un super moment. On va continuer à suivre ton actualité. Et puis, la semaine prochaine, on aura un nouvel invité à ta place, ici au studio. On va découvrir ça. Merci, Steve. Merci à toi, Jeff. Double Cœur,